Comme au Burkina Faso, en Iran, la télévision nationale diffuse les aveux de manifestants qui reconnaissent avoir participé à des actes de sabotage, de destruction et d'attaques ciblées contre les forces de sécurité. Certains admettent avoir été payés pour manifester, casser, brûler, semer le chaos. Résultat, des morts parmi les forces de l'ordre, tombés sous les coups d'infiltrés organisés, de personnes payées, mais pas de citoyens pacifiques. Face à cela, la réaction est immédiate en Occident. Les médias de propagande affirment qu'ils ont été forcés de parler pour répéter la version du régime. Curieux raisonnement, n'est-ce pas? Car, lorsque ces mêmes individus sortaient cagoulés, armés, lançant de gros blocs de pierre sur les policiers, incendiant des mosquées, brûlant des voitures, agressant ceux qui refusaient de manifester, utilisaient même des armes à feu et comptaient sur Starlink pour assurer le travail de propagande et de manipulation de l'opinion, là, personne ne parlait de contraintes. Quand on regarde les vidéos de ces aveux, un élément saute aux yeux. Le regret. Mais le bandit regrette toujours quand il est arrêté. Mais soyons honnêtes. Si le régime était tombé, comme certains l'espéraient au Burkina Faso, lors de la dernière tentative de déstabilisation, ces mêmes individus ne regretteraient rien aujourd'hui. Ils auraient jubilé. En clair, le remords apparaît quand le plan échoue, jamais quand il réussit. Aujourd'hui, on nous inonde de témoignages larmoyants de prétendues victimes de la répression. Très bien. Mais où étaient ces indignations médiatiques à Gaza, au Soudan, en RDC, au Sahel? Pourquoi ces villes-là ne méritent-elles pas les mêmes récits, la même attention, la même empathie, les mêmes témoignages diffusés en boucle? Faut-il comprendre que l'horreur est sélective et que la valeur d'une victime dépend de sa position géographique et de l'agenda géopolitique qu'elle sert? L'Afrique ne représente même pas 0,5% du total des satellites opérationnels en orbite autour de la Terre. Aujourd'hui, l'Afrique compte entre 65 et 67 satellites déjà en orbite, lancés par 18 pays africains, et plus de 120 satellites supplémentaires sont en cours de développement ou programmés d'ici 2030 dans un marché spatial africain désormais estimé à près de 25 milliards de dollars. Surtout, l'agence spatiale africaine AFSA a été officiellement inaugurée le 20 avril 2025 au Caire, en Égypte. C'est un acte politique fort qui traduit une volonté continentale d'exister face aux grandes puissances à l'image des États-Unis, qui, à eux seuls, disposent d'environ 8500 satellites en orbite, sans même compter la Russie et la Chine, ni leur vaste projet de méga-constellation spatiale. Ce n'est pas un échec pour nous, car l'Afrique n'est réellement entrée dans l'aventure spatiale que dans les années 1990-2000, alors que les États-Unis, la Chine et la Russie cumulent déjà 60 à 70 ans d'avance technologique, industrielle et stratégique sur nous. L'Afrique reste encore structurellement dépendante des puissances étrangères pour les lancements, les technologies, les données et parfois même le contrôle des orbites. Ces dépendances constituent une vulnérabilité géopolitique majeure car celui qui ne maîtrise ni les données ni les infrastructures orbitales abandonne une part de sa souveraineté et sa sécurité. L'espace est devenu le théâtre d'une guerre froide 2.0, une guerre technologique par procuration. L'Afrique, c'est l'avenir. L'espace est le nouveau champ de puissance et de domination. C'est une nouvelle forme de colonisation. Et cette fois-ci, l'Afrique doit refuser d'être reléguée au rôle de simple spectateur ou de client passif.